Merci de choisir Évasion Guinée pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres, c'est tout de suite. Les affrontements à Zéro-Corée préoccupent le gouvernement guinéen qui a dépêché une délégation sur place, une délégation qui tente de calmer les nerfs. Le calme revient petit à petit dans la cité où les premières enquêtes ont déjà commencé. Un look de soulagement pour les candidats aux différents examens session 2013. Les résultats sont enfin connus, mais il faut dire que cette année, on remarque une amélioration qui s'explique par la relance du niveau du système éducatif guinéen. Les échos, c'est dans cette édition. Enfin, au Mali, les émissaires onusiens en mission à Tombouctou sont venus s'enquérir de visu les réalités de la cité. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a eu des rencontres avec l'armée et la société civile. Merci d'être sur Évasion Guinée une fois encore. Bienvenue. Un calme précaire règne à Zéro-Corée après les affrontements intercommunautaires de ce début de semaine. C'est le résultat des campagnes de sensibilisation en cours par une délégation gouvernementale sur place auprès des populations locales et parallèlement, les premières enquêtes ont démarré pour situer les responsabilités des violences dans le bilan en termes de morts d'hommes reste à actualiser. Reportage Mamadi Kamisoko. En étant à Conakry, le porte-parole du gouvernement guinéen suit de près l'évolution de la situation à travers la délégation gouvernementale dépêchée en Guinée forestière et les dernières informations en provenance des zones sous tension comme Zéro-Corée sont rassurantes quant au retour rapide de la paix. Entre Koulé, Zéro-Corée et d'une certaine façon aussi à Beila, il y a eu un déploiement des forces de l'ordre pour arrêter les violences et faire de telle sorte que la sérénité revienne et le calme revienne. C'est chose faite aujourd'hui. Il s'agit ensuite de continuer dans la sensibilisation. C'est ce qui a permis aujourd'hui de recouvrer un certain calme, de faire circuler la bonne information et d'éviter les amalgames lorsque certains parlent de milices, certains parlaient de la mort du patriarche, rétablir la vérité. C'est au niveau du bilan humain que les spéculations vont bon train avec certaines sources qui évoquent une quarantaine de morts. Mais jusqu'hier, le gouvernement n'avait connaissance que de 17 morts. Un chiffre qui a besoin d'être actualisé auprès des structures sanitaires. Tant que nous n'avons pas de source hospitalière, un bilan définitif, nous ne pouvons pas confirmer. Hier, il y en avait 16. Dans la nuit, il y a eu une personne retrouvée morte également à Beila. Ça, c'est ce que moi, je sais à l'heure où je vous parle. Un travail méticuleux est en train d'être fait, puisque peut-être que certains corps ont été retrouvés qui n'étaient pas enregistrés. Et je pense que d'ici la fin de la journée, de la soirée, on aura un bilan définitif. Il y a eu également de nombreux blessés qui approcheraient la centaine des églises, et je crois 2 églises et 2 mosquées qui ont été brûlées. Pour le ministre porte-parole du gouvernement, il est important que les Guinéens évitent de se rendre justice. C'est pourquoi son appel concerne toutes les sensibilités du pays. Nous avons des autorités administratives, nous avons des autorités coutumières. Il n'y a aucune forme de raison pour qu'aujourd'hui quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, prenne une arme et aille essayer de se rendre justice lui-même. Ça nous fait rentrer dans des cycles qu'on n'arrive plus à maîtriser et après on ne sait plus de quel côté se trouvent les torts et la raison. Ça c'est le premier élément. Et ce message-là, ce n'est pas seulement celui du gouvernement, ce doit être également celui de toutes les personnes responsables de ce pays. Ça va des médias, ça doit être celui des leaders d'opinion, des leaders politiques, des leaders religieux. On doit appeler au calme. La Guinée ne peut plus se permettre des affrontements, qu'ils soient intercommunautaires ou interpolitiques ou quels qu'ils soient. Dans le but de punir les auteurs des violences de Zéro-Corée et de Koulé, des enquêteurs sont sur place pour situer les responsabilités, rassure le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans l'actualité également, la Guinée a désormais une cartographie des conflits réalisée par le programme de prévention des conflits et des crises en Guinée. Ce document a été présenté ce mercredi aux autorités du pays à l'occasion d'une rencontre qui a mobilisé plusieurs membres du gouvernement, des institutions nationales et internationales, ainsi que la société civile et les médias, comme rendu Beno Martila. Le document sur la cartographie des conflits en Guinée comporte 116 pages présentées aux autorités. Élaborée par des experts étrangers et nationaux, cette cartographie servira d'outil technique pour l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention des conflits dans le pays. J'aurais bien voulu aujourd'hui que le message soit vraiment le message de dire comment faire en sorte que toute action qui est entreprise par nous tous soit l'action qui vise sur
une Guinée unie et une Guinée indivisible. Les défis de formulation des programmes de prévention des conflits résident fondamentalement dans l'identification des causes profondes des facteurs de conflit. Une bonne analyse de ces causes structurelles ou profondes permet de répondre efficacement aux défis du moment et de mettre en place des mécanismes de prévention. Après la présentation d'un sketch pour promouvoir l'unité nationale, l'autorité a appelé les Guinéens à l'esprit de tolérance avant de condamner les violences en cours dans la région forestière. La recrudescence des violences et des conflits de tous ordres constitue une menace sérieuse pour l'édification d'une paix durable et le renforcement de l'unité nationale. Je voudrais à cet effet interpeller l'ensemble des citoyens et citoyennes à un esprit de tolérance, de pardon et de l'unité nationale pour sauver notre nation de violences et guerres fratricides qui ont eu lieu dans les pays voisins. Les thèmes développés dans ce document sont axés sur la gestion non seulement des manifestations publiques, mais aussi des préjugés ethniques, ainsi que les conflits fonciers et la gestion des ressources minières et agropastorales. Le document identifie 21 conflits en région forestière. Justement, la publication de la cartographie des conflits en Guinée coïncide avec des affrontements dans la région au sud du pays. Les résultats du baccalauréat session 2012-2013 ont été proclamés ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Au lycée 2 octobre, ils sont 219 candidats à avoir effectué cet examen, dont 121 admis comparativement à l'année précédente. On signale une légère amélioration au niveau des résultats dans ce lycée, mais aussi sur le plan national. Reportage de Valérie Hidaré. Des cris de joie et d'émotion, c'est l'atmosphère qui prévalait ce matin au lycée 2 octobre dans la commune de Kaloul. Des centaines de candidats réunis par groupe sont venus s'enquérir de leurs résultats au baccalauréat. Certains l'ont connu déjà à travers des SMS envoyés par les différents opérateurs de téléphonie mobile et d'autres à travers la proclamation faite par leur direction. Vraiment, nous sommes contents. Nous sommes vraiment contents. Ça fait une année. Nous cherchons, nous travaillons dur pour réussir. Et Dieu merci, on a réussi. Nous venons d'envoyer les SMS à Ariba. On nous a confirmé que nous avons réussi. On attend maintenant les résultats qui vont être bientôt livrés par la direction. Vraiment, je suis vraiment contente. Dépassé même. Je ne sais plus quoi dire. Même si c'est le mois, on ne compte pas faire quelque chose de mal, mais seulement pour sortir, juste pour s'amuser comme ça. Alors que certains manifestent leur joie, chez d'autres ce sont des cris de douleur. Ils parlent d'échec, mais sans découragement. Le proviseur du lycée se félicite de l'effort fourni par ses candidats et même son personnel enseignant. Le résultat est bon parce que les élèves se sont donnés à fond. Ils ont compris que chacun doit compter sur ses propres efforts. Les professeurs aussi ont pris tout leur temps pour assurer la formation des élèves durant l'année et assurer les révisions en fin d'année. Par rapport aux résultats précédents, il y a une nette amélioration. Puisque je vous dis que l'année dernière, nous avions eu 18 élèves admis en sciences expérimentales sur quelque chose de 67 candidats. Cette année, nous avons 46 admis sur 64 candidats. Malgré les différentes inscriptions survenues au cours de cette année scolaire, on parle d'amélioration de pourcentage des candidats admis. Au plan national, 34,69% par rapport à l'année précédente, 25,1%. Il faut dire que le taux d'admission aux examens session 2013 du premier et second cycle sont nettement supérieurs à ceux de l'année dernière, une amélioration qui s'explique notamment par des actions engagées par le département de l'enseignement préuniversitaire pour relancer le niveau du système éducatif guinéen. Fanta Conté.
Ce mercredi, les candidats aux différents examens nationaux ont été fixés sur leur sort avec la publication des résultats. Ils étaient au total 792 892 candidats à avoir affronté ces épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Selon les statistiques, sur 250 153 candidats à l'examen d'entrée en 7e, 160 168 ont été admis, soit 64,3%. Au BEPC, 56,744 admis sur 131 328 candidats, soit 43,21%. Et au compte du bac unique, toutes options confondues, sur 87 304 candidats, 30 288 ont été admis, des résultats jugés nettement supérieurs à ceux de l'année dernière. Le grand motif de satisfaction constaté est que les candidats eux-mêmes ont accepté d'être correctement évalués en ne comptant que sur leurs propres efforts. Cela se justifie éloquemment par le nombre très réduit des cas de fraude constatés pendant ces examens. Le département a cependant déploré le nombre très élevé des cas d'abandon des candidats libres pendant cette session. Pour remédier à cette déplorable situation, des instructions expresses seront données au service national de l'enseignement à distance et au service national de la formation et du perfectionnement du personnel pour la mise en place d'un dispositif de formation efficace de cette catégorie de candidats. Cette amélioration est le fruit des actions entreprises par les autorités du département de l'enseignement préuniversitaire depuis l'avènement de la Troisième République, parmi lesquelles la tolérance zéro aux examens, la formation continue des enseignants et l'instauration des évaluations mensuelles dans les établissements. Le combat engagé par notre gouvernement à travers mon département vise à faire de l'école guinéenne une école moderne, une école compétitive. La victoire dans ce combat passe par l'engagement de tous au service du changement qualitatif dont nous avons tous tant besoin. Malgré ces efforts, il faut dire que le système éducatif guinéen reste confronté à beaucoup de difficultés, notamment le manque criard d'enseignants qualifiés, les pléthores dans les salles de classe et la démission parentale dans l'éducation des enfants. Autre fait marquant de l'actualité, la problématique de la desserte en courant électrique de la capitale Conakry inquiète à plus d'un titre. Plusieurs quartiers sont de plus en plus plongés dans l'obscurité dès la tombée de la nuit, ce qui du coup provoque des manifestations de rue récurrentes, occasionnant ainsi des actes de vandalisme et de violence. Mais qu'est-ce qui explique ces coupures intempestives du courant électrique en cette période d'hivernage? Élément de réponse avec Saran Kamara. La majeure partie des quartiers de Conakry sont plongés dans l'obscurité la nuit tombée, un fait qui amène les populations à manifester dans les rues. Mais pourquoi la desserte en électricité des populations de Conakry pose-t-il problème? C'est vrai, on doit donner le courant. Mais est-ce que la production que EDG a aujourd'hui, ça peut suffire pour toute la population? Moi, je dis non. C'est pourquoi nous avons partagé ces différents départs, en départ prioritaire, en départ non prioritaire. Sinon, s'il y a le courant, il n'y a pas de départ prioritaire, il n'y a pas de départ non prioritaire. Si le courant était suffisant. Il ne s'agit pas que les gens voient qu'il y a l'eau à Conakry. Concouré prend sa source à Moine-Guinée. Il ne s'agit pas aussi qu'il pleut à Moine-Guinée. Il faut qu'il y ait des pluies abondamment à Moine-Guinée pour que les apports commencent à venir. Les coupures intempestives provoquent chez certains citoyens des sentiments d'agacement et d'exaspération. Comme toujours, la Société d'électricité de Guinée est pointée du doigt. Cette dernière reconnaît ne pas pouvoir répondre totalement aux besoins des populations, surtout ces derniers temps où plusieurs groupes électrogènes sont tombés en panne. Par contre, Dr Lai Kouyaté rassure que le barrage hydroélectrique de Caleta devrait être la solution au problème d'électricité en Guinée. La cote normale d'exploitation de Garafiri, c'est 350. Cette fois-ci, nous sommes arrivés à tourner le lac jusqu'au mois de juin. Au mois de juin, au début juin, on était à la cote 329. Est-ce qu'on était loin de la cote morte? On n'était pas loin. Donc il fallait faire attention. Parce que notre devoir, ce n'est pas seulement de donner la production d'électricité, mais c'est sauvegarder aussi les installations mises à disposition par l'État pour leur exploitation. Le jour où Caleta va finir, la coupure d'électricité en Guinée, à Conakry du moins,
va devenir un lointain souvenir. C'est ça la vérité. L'arrivée très prochaine des pièces de rechange des groupes électrogènes à la centrale de Tombo devrait sans doute améliorer la desserte en électricité des populations de la capitale. Les charges familiales se multiplient pour les femmes pendant le mois de Ramadan. En plus des obligations ordinaires, s'ajoutent les difficultés liées à la période de jeûne. Plus d'une femme est obligée de revoir son programme habituel. Comment les mères de famille font pour joindre les deux bouts en cette période? Ousseinat Diallo est allé à leur rencontre. Son reportage. Le Ramadan est un mois où les charges et activités familiales se multiplient, une chose qui n'est pas sans répercussion sur la vie des femmes en général et celles appelées à répondre à des obligations de service en particulier. Ces femmes, durant tout ce mois, tentent d'adapter leur quotidien à la nouvelle donne. Ça ne me gêne pas. Je viens travailler jusqu'à 13h, 13h30. Dès après la prière, je rentre, je fais mon petit marché, je rentre, je fais la cuisine. Ça ne me fatigue pas. Je finis tout avant 19h. Si Salematou Traoré a cette chance, Madame Gamara Dienabou Diallo, elle, bien qu'elle est une cuisinière, n'a jamais rompu le jeûne à domicile à cause, dit-elle, des embouteillages. On se réveille très tôt, vers les 4 heures du matin pour le déjeuner. Après le déjeuner, je ne me couche plus. J'attends, je prie, je me lave, je quitte là-bas. Je viens à 7h30, 40 comme ça, je suis au bureau. Je travaille jusqu'à 13h30. Dès après la prière, je viens, j'arrange mes affaires, je vais au marché, je fais mes achats et je rentre. Ce qui m'embête un peu, c'est les embouteillages. Je rentre toujours chez moi vers les 16h, 16h30 comme ça. D'autres parmi ces femmes restent des fois dans leur lieu de service jusqu'à des heures tardives avant de rejoindre leur famille. Toutes les femmes rentrent à 14h, mais nous, des fois, on est là jusqu'à 18h. À cause des embouteillages, je rentre à 20h à la maison. Je coupe toujours le carême en cours de route. Des réalités qui révèlent nettement la bravoure de la femme obligée d'être au four et au moulin au même moment. Avec une quasi inexistence du service contrôle de qualité à Conakry, de nouvelles marques de produits destinés à la consommation foisonnent les marchés. Au-delà de la qualité qui laisse parfois à désirer, ces produits sont exposés aux intempéries de la nature, mais en dépit de cet état de fait, ils restent convoités par beaucoup de personnes au risque de maladies graves. Abdourahman Ba. Sur les trottoirs du grand marché de Madina ou le long des routes, des produits d'alimentation sont exposés aux passants et aux usagers de la route. Des produits de genre et marques variées, jus, biscuits et autres, qui sont destinés à la consommation, sont exposés au soleil. Ces commerçants qui étalent ces produits sur ces trottoirs par manque de place ne tiennent pas compte de l'hygiène, un problème qui n'inquiète pas cette commerçante. C'est par manque de place. Les biscuits et autres ne devraient pas être exposés sous le soleil. Si tu couvres les marchandises, tu n'auras pas de clients. On est habitué à ça en Guinée. Même les manchés qu'on ne lave pas ne sont pas couverts. Ces aliments de toutes les marques, souvent expirés, se vendent à un prix abordable. Si tu vois qu'on vend les produits périmés, c'est les citoyens qui aiment des occasions. Si tu sors un produit qui n'est pas périmé, c'est cher, ils ne payent pas. Si les clients viennent, nous les vendons ce qui est périmé à 3 000 francs et ce qui ne l'est pas à 5 000 francs. Certains vérifient la date, mais ils ne disent rien. Ce commerçant grossiste à Avaria nie l'existence du service contrôle de qualité. Dans ses stocks, on retrouve les mêmes genres et marques de produits. Ici, les produits sont proportionnels à la qualité. Nous tenons compte de la demande de la clientèle. Il y a d'autres qui exigent la qualité, c'est pourquoi on mélange parfois. Est-ce que le contrôle service qualité... Je ne pense même pas à ce service en Guinée. Parce que depuis que je suis là, je n'ai jamais vu ce service venir nous demander. Ces produits dont la consommation peut entraîner des conséquences néfastes poussent certains citoyens à tirer la sonnette d'alarme. Les vendeurs qui sont là et revendent les jus périmés. Tu vois, il y a des saletés ici, il y a de l'eau sale ici. Il y a certains encore qui viennent, qui payent ça encore pour manger ça. Alors c'est pas bon pour la santé. Mais sur le sujet, difficile d'avoir des interlocuteurs du côté des autorités sanitaires. Et à l'Office national du contrôle des qualités, ce silence presse. Pas question de réponse à un journaliste. Autre registre de l'actualité, la variété des aliments pour les personnes en jeûne en ce mois saint de Ramadan est vivement recommandée par les spécialistes. Il est également conseillé de prendre 3 repas pendant la rupture du jeûne. Aux côtés d'une alimentation correcte, il est aussi recommandé de s'hydrater. Reportage Elajoumar Barry.
Il est 19h30, l'heure de la rupture du jeûne. Partout, les fidèles sont pressés de s'alimenter après une journée de privation de manger et de boire. En ce moment, il est conseillé de prendre des aliments légers, mieux appropriés pour l'organisme. Cela permet de maintenir et de conserver des calories. Il est très important de bien veiller aux aliments et surtout, au moment de la coupure du jeûne, de ne pas manger très lourd. Parce que n'oublions pas, si on est resté le ventre vide pendant plusieurs heures, l'estomac rétrécit. Et si on vient surcharger tout de suite à 19h, certainement on aura des malaises, ce qui ne doit pas être. Donc moi, je conseille aux fidèles musulmans, à la coupure du jeûne, de manger d'abord léger et au fur et à mesure, manger des aliments consistants. Pour les personnes malades, le principe alimentaire reste ceux dictés par le médecin. Je conseillerais à ces personnes, d'abord à l'approche du Ramadan, d'aller consulter leur médecin pour savoir est-ce qu'ils sont en mesure de faire le Ramadan. Si c'est le cas, leur médecin leur donnera le conseil comment agir pendant le mois de Ramadan. Il n'est pas conseillé de forcer le jeûne alors qu'on est malade. Aux jeûneurs, la variété des aliments en ce mois saint de Ramadan est une chose que chacun doit observer pour passer un bon Ramadan. Nous, pour faciliter la digestion, on coupe le jeûne par les dattes et du gingembre. Je conseillerais à tout un chacun de bien vérifier son manger, surtout en cette période hivernale qui correspond au mois saint. On prend deux fois ici ce qu'on appelle du tori, ndapa et l'afdi. Donc on prend une petite tasse de thé deux fois. Chaque jour, on fait ça même. Par rapport au En ce mois saint de Ramadan, on doit sauvegarder bien notre santé parce que lors de la rupture, il y a toutes sortes d'aliments. Donc pour maintenir une bonne digestion, il faut savoir comment faire. Le Ramadan est avant tout la santé, donc il faut toujours couper avec des aliments légers. D'ailleurs, c'est une bénédiction. Il est conseillé donc de faire 3 repas pendant la rupture du jeûne, le premier avant le lever du jour, le second à la rupture du jeûne et le troisième 2 ou 3 heures après. L'insécurité grandissante à Conakry est un phénomène d'actualité même en cette période de soudure. Ce mercredi, le corps d'un homme âgé d'une quarantaine d'années a été retrouvé à Dixine Port 1. Selon les informations recueillies sur place, c'est aux environs de 8 heures qu'un pêcheur a aperçu ce corps allongé dans ses filets de pêche. Ce dernier aurait aussitôt informé les autorités locales qui ont par la suite interpellé la gendarmerie. Cependant, les circonstances ne sont pas encore élucidées. Sur le continent, il faut nécessairement une cohésion sociale entre les groupes du Mali, c'est ce qu'a déclaré le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, le chef de la MINUSMA. En mission à Tombouctou, les émissaires onusiens sont venus écouter et comprendre les problèmes auxquels sont confrontées les populations locales. Ils ont eu des rencontres avec les forces armées de sécurité et la société civile. Suivez. En se rendant à Tombouctou, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la MINUSMA est venu écouter les populations et les forces armées de sécurité. Objectif, apprécier et comprendre leurs problèmes liés à la sécurité, au développement et aux droits de l'homme. Pour mieux cerner ces différents paramètres, l'ONU a ouvert sur place un bureau qui est en contact permanent avec les citoyens. Le diplomate onusien était en compagnie du général Abdou Gassa, commandant adjoint de la MINUSMA et de la représentante de l'UNICEF au Mali. Il y a des urgences directement, l'urgence d'aider, d'accompagner les élections. Il y a aussi la nécessité d'aider encore des problèmes sécuritaires qui sont là pour protéger les citoyens dans les différentes régions du pays. Par rapport au phénomène d'enfants soldats, l'UNICEF et le Mali sont dans la même logique de lutte.
L'État a pris la problématique à bras le corps. Un protocole a été signé dernièrement avec le ministre des Affaires étrangères et le représentant spécial du secrétaire général. Et d'autres interventions avaient eu lieu auparavant. Je crois que c'est une problématique qu'il faut prendre vite au sérieux. Nous sommes en bonne voie pour mettre en place des procédures opératives très rapides avec la gendarmerie et tous les acteurs. Mais c'est un phénomène qu'il faut enrayer très vite. Aujourd'hui, le souci majeur de Tombouctou est celui de l'énergie. C'est pourquoi les émissaires de l'ONU se sont rendus à l'EDM pour toucher du doigt la gravité du problème. Ici, le courant est servi 5 heures sur 24, soit de 19h à 0h. L'actualité dans le monde, selon des États les plus pauvres de l'Inde, à tel point que dans le Bihar, des repas gratuits sont fournis aux écoliers, parfois dans des conditions sanitaires déplorables, et c'est bien ce qui est au cœur de la colère des habitants de Mashrak. 22 écoliers ont succombé à une intoxication alimentaire. Les populations réclament la tête des responsables de la tragédie. Reportage. Ils avaient au menu riz et lentilles, un repas classique et gratuit concocté dans les cuisines de l'école. Mais peu de temps après, certains enfants se sont plaints de maux de ventre, se sont mis à vomir. Transportés à l'hôpital, au moins 20 des dizaines d'écoliers malades sont décédés, intoxiqués. Certains enfants présentent toujours des symptômes très inquiétants. Un antidote contre l'empoisonnement a été prescrit, car les premiers éléments de l'enquête soupçonnent la présence dans le plat de phosphate, un produit contenu dans un insecticide. Les légumes ou l'huile auraient pu être contaminés. Suite à l'examen clinique des enfants, nous avons constaté une congestion sévère au niveau de la poitrine. Les élèves étaient gonflés et ce sont les symptômes d'un empoisonnement phosphoré. Le phosphate est utilisé comme un pesticide, c'est très dangereux. Même une petite quantité pourrait être fatale pour de petits enfants. Le drame a provoqué la colère des familles, pointé du doigt les conditions d'hygiène déplorables dans ces cuisines, la qualité de la nourriture distribuée aussi. Le gouvernement de l'État du Bihar a ouvert une enquête et s'est engagé à verser 2 500 € aux parents des victimes. En Inde, 120 millions d'écoliers bénéficient d'un repas gratuit quotidien, un programme initié pour fidéliser aussi les enfants. Alors la ministre de l'Aide sociale s'attache à rassurer. Des examens seront faits et nous agirons fermement. Les responsables de ce crime ne seront pas épargnés. Ce drame ne remet pas en cause le système. C'est un drame local qui touche le lieu de l'empoisonnement. Ce genre de drame n'est pas rare en Inde. L'année dernière, dans l'ouest du pays, plus de 130 élèves avaient été soignés pour une intoxication alimentaire à la bactérie E. coli. Les aliments ne subissent aucun contrôle avant d'être servis. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir.